j'ai lu. Si les origines du peuple lituanien demeurent un mystère, leur langue, de tous les dialectes européens, est la plus proche du parler sanskrit. Les autochtones de ce pays arboré révéraient aussi bien la forêt que sa faune aquatique, quadrupède et ailée. Ni chasser, ni pêcher, ni couper les arbres, tels étaient les tabous de ces adorateurs de la nature. Consultez à la bibliothèque les Mythologiae Lituanicae Monumenta et vous en apprendrez plus, m'avait informé Tadeusz Mierzyński. La bibliothèque, ce tyrannique caprice d'architecte connecté au nombre infini d'universités, conformément aux vœux du patriarche, prend en compte toutes les données du savoir. Tadeusz Mierzyński tenait à me prévenir. Le seuil franchi, un ressassement de corridors d'un étage à l'autre vous renverra à l'indignité de votre ignorance. Ces couloirs abscons, identiques à eux-mêmes, en ont déroulé plus d'un. Heureusement, par la suite, des écrans tactiles facilitèrent le parcours du lecteur et, victoire sur le tangible, la plupart des écrits furent transférés sur support informatique. Hormis la collection de livres rares que les employés hésitent à dépecer. Il ne termina pas sa phrase. Une rougeur subite colora son visage, nous intimidant tous les deux. La nuit du 13 août lui revenait en mémoire. Un système d'alarme trop sophistiqué, un joint défectueux et l'inondation qui discrètement véhicula sa catastrophe. Un lieu pour la préservation des livres anciens n'avait pas été prévu. Soucieux de répondre à une question à laquelle me différait, Tadeusz Mierzyński insista sur les avantages d'une mezzanine construite in extremis au milieu de la travée sud afin d'y entasser les précieux volumes. Là se terrent les Mythologiae Lituanicae Monumenta. Mais tel est le succès de la bibliothèque qu'une réservation est devenue obligatoire, avait conclu mon ami. Dans un quartier qui s'égare, enfoui sous une végétation possessive, je végète entre des murs lézardés. Ma baraque. Si mes pas se sont progressivement limités, évoquant une cage, mon regard librement navigue dans un espace buissonneux qu'anime une nuée de passereaux. Ce terrain vague oublié des promoteurs s'arrête aux entrepôts où dorment, chassent les chats errants. Le sanctuaire de la culture exigeait un effort de volonté dont je ne me crus plus capable. Sortir de mon trou, enjamber les flaques, ne pas buter contre les cailloux. Dans l'ombre moussue des hangars, camions et grues abandonnés aux herbes et à la rouille, roupilles, bêtes du tertiaire ou d'un improbable avenir. Je quitte la demeure d'Astérion, longe la voie ferrée. Au-delà, le trafic et la rénovation urbaine dévorent, digèrent, ne laissant rien que l'on puisse regretter, fût-ce le chant d'un merle. Je parle,
commente, n'adresse la parole qu'à moi-même et me tient seul compagnie. Sauf quand Tadeusz Mierzyński décide qu'il est temps de prendre de mes nouvelles, qu'il est temps que j'aie en main les Mythologiae Lituanicae Monumenta. Hors de mon terrier, véritable pèlerinage, loin de mes repères, les aspérités du terrain me font douter de mes pieds. Que lui importe à ce raisonneur le sort de mes panards. Derrière les ruines des fortifications, spectacle navrant. Arbres abattus, chantiers, arrêt facultatif du bolide. Le bolide, entièrement automatisé, conçu pour des voyageurs avertis, ne tient nul compte des handicapés, des hésitants, des troubles cardiaques, bien que des publicités proposent aux nouveaux passagers des anxiolytiques contre vomissements et suicides. Ce métro aérien projette ses usagers à travers l'uniformité frustrante du paysage, sa vitesse semblable à l'immobilité des pierres. À l'infini de la rame, les corps indifférents se succèdent. Incapable d'évaluer le temps, je constate mon inimportance. Terminus, bienvenue à la bibliothèque. La voix suggère le lit, le foutre et l'orgasme. On me bouscule. Je les regarde, génération de mutants, leur portable à l'oreille, se précipiter sur le quai. La station bibliothèque, abusivement monumentale, évoque le temple d'un triomphant avenir. Je lève la tête, seul à lever la tête. Une lumière crue éclaire l'incompréhensible hauteur des voûtes, la laideur des piliers sans ombre portée. Ombre, clair-obscur, obscurité surtout. Suspect, tout doit être vu. La foule me pousse, me retient, me pousse au dehors, m'abandonne au vent qui s'affronte. Entre la bise et le simoun, je glisse, bascule, je vais tomber, je tombe, conscient de tomber les mains en avant, à plat ventre, curieusement désespéré. Une voix, deux voix, trois, parlant chacune un dialecte différent, m'encourage. Un bras secourable me retourne, il faut le lever, voir s'il tient debout. Un nouvel arrivant, heureux d'afficher sa force, me soulève, me voici sur pied. Rien de cassé, mon vieux manteau avait amorti la chute. Eh ben, merci, mais je remercie plus qu'il n'est nécessaire. Le trapu se présente, les autres s'éloignent. Tadeusz Mierzyński. Avec la pluie, les vents, surtout la pluie, rien de plus normal que de tomber. Terrain inondable, je les avais prévenus. Quant au système de sécurité, il ne s'auto-contrôle plus. Inéluctable. Comprends-moi, camarade, la bibliothèque fut avant tout une idée et devait le rester. Il est grand temps de poser une bombe. Je ne suis plus d'aucune bataille. Mon seul but, ici, est de consulter les Mythologiae Lituanicae Monumenta. Vanité des vanités, tout est vanité. Prolifération de titres. Pour écrire quoi? Sinon des mots, des phrases ajoutées aux milliards de mots, de phrases destinées aux pilons. En résumé, pléthore d'informations dans l'instantanéité électronique,
des cervelles, encourage à surfer vers les sites porno. Un bref salut, et Mierzyński laisse le brave vieux seul devant escarpements et tornades. Tête baissée, grimpé. Pied gauche hésitant, cherche à s'enraciner, tordu, crispé dans la godasse. Le droit pareil. Jadis rapide, des pieds pour tout terrain présentement me trahissent. Un dernier effort débouche sur l'esplanade. La traversée, un casse-pipe. Où sont-ils, si nombreux d'habitude? L'unique solution, ramper. Mais miracle, serais-je celui qui a été, qui peut marcher, qui marche d'un pas assuré sur cette patinoire? Vrai bonheur d'aventurier traversant le Styx à gué entre des houes encagées. Si les 4 tours de la bibliothèque stupéfient l'horizon, l'édifice gigantesque de près échappe à la perception. Reflété sur les parois de verre, un galop de nuages se précipite dans un fracas de vitres brisées. Je contourne la tour d'Éloie, emprunte un trottoir roulant, prends de l'altitude. Je surplombe le cloître. Les impies affirment que le non-sens est la règle dans la bibliothèque. À l'entrée du hall d'accueil, méfiant, un uniformément poignant. À son regard, je comprends que tout lecteur est un ennemi potentiel. Ouvrir mon sac? Je n'ai pas de sac. Mes poches vides le déçoivent. Hargneux, il s'en prend au revers de mon vieux, de mon cher manteau. On n'entre pas sans réservation. Certainement n'a-t-il jamais lu, d'où son sentiment de supériorité. Je ne partirai pas avant d'avoir consulté les Mythologiae Lituanicae Monumenta. Je me surprends à dire ça. Ordonnez qu'on me remette le fameux recueil. Le ton fait son effet. Un simple principe d'autorité dépourvu de toute finalité suffit pour lever une armée. Un homme nous observe, nous rejoint. Échange de propos entre celui-ci et l'uniforme. Subrepticement, je m'éloigne. Sommé de ne pas bouger, je me retourne, les regarde d'un air hautain et courroucé. L'homme, rassuré, vient vers moi. Bonjour, je me présente, Tadeusz Mierzyński. Encore un. Un qui se propose de m'accompagner jusqu'à l'orée de la forêt. Parcours initiatique. J'entends par forêt, dit-il, l'arbre axial, l'arbre jambu, l'arbre de vie, l'arbre de la body, l'arbre de la connaissance. Rien pour s'asseoir, se repérer. La hauteur vertigineuse des murs est aussi inexplicable que ces kilomètres de couloirs confondus, ces portes massivement fermées. Pousser, tirer, impensable sont le coup d'épaule athlétique de Mierzyński. À le voir tel qu'il est, difficile à imaginer. À droite, un escalator monte. Et à gauche,
descend. Ben, nous descendons. Arrêt sous un portique de détection. Ben, nous suivons les allées du jardin. La moquette d'un vert pelouse râpé anime péniblement le béton. Nous atteignons le cloître. De rachitiques pins sylvestres, désespérant le souvenir du pain sacré du culte de Cybèle, aubanés, réprimés, plantés dans un quadrilatère de ciment, effacent de notre esprit l'idée même de forêt. Derrière les parois vitrées, gisent les cadavres d'oiseaux trompés par un ciel avec ou sans nuages. À mon étonnement scandalisé, Mierzyński hausse les épaules. Un besoin pressant me panique. J'en fais part à mon guide. Interroger les écrans tactiles, ma journée est finie. Et de me plaquer là, c'est-à-dire nulle part, sous le regard obsédé des télésurveillances. Surprise. Un second uniforme vient à ma rencontre. Je cite, « L'homme aurait très bien pu ne pas chier, mais il a choisi de chier et de me soulager d'un PKQ. » L'uniforme rigole et dit, « Tout droit, gauche, gauche, droite, WC. » Des kilomètres de couloir. Vraie distance pour un marathon. Je reprends la route. Serait-ce que les lecteurs d'aujourd'hui sont exempts de fonctions corporelles? Des indices signalent que non. À première vue, personne. Comme un vieux clébard, comme lui, je flaire le mur, me soulage. Nouveau portique de détection, délibérément hostile. Et quelqu'un arrive, se présente, Tadeusz Mierzyński. Je m'y habitue. D'un train, nous traversons des salles de lecture, carrés aveugles, hideusement décorés. Je me hasarde à rappeler le but de ma visite. Tout document demandé avant 14 h sera disponible le lendemain dès 9 h. Tadeusz Mierzyński regarde sa montre. Tout document demandé après 14 h sera disponible le lendemain à partir de 12 h. Faute de comprendre, je voudrais m'asseoir. Les sièges s'y refusent. Volonté d'éloigner le vieillard, militairement aligné face aux passifs ordinateurs qui, sur les tables, ne semblent plus prendre en compte les données du savoir. Mierzyński devance ma question. Toutes les places sont virtuellement occupées, bien que les usagers ne soient jamais présents le jour prévu. Allez, venez, vous êtes un cas à part. Pas à pas, se tenir droit et le rester. Moi qui dévalais les pentes, à peine si je tiens debout. Courant d'air, bourrasque, tel autrefois surprenant la campagne endormie, ce coup de vent précédant l'orage. Et un insidieux, constant frombissement. La climatisation a déshumidifié, filtré, décontaminé ces millions de mètres cubes d'air, une installation vitale pour la santé de l'édifice, m'explique Mierzyński. Un étroit escalator s'élève, impatient au-dessus du vide,
entre les murs cuirassés de mailles métalliques. Pris de vertige, je me cramponne à mon guide. Le voudrais-je, ce dos d'un bloc n'offre aucune prise. Que la bibliothèque soit l'œuvre d'un démiurge malveillant ne fait aucun doute. De l'est à l'ouest, des kilomètres. Ampadouk du Cameroun, Doucier du Gabon, Plaqué d'Oukoumé. Des forêts et des forêts tropicales abattues. L'image est terrifiante. Détruire en prétendant préserver une vocation inhérente à la bibliothèque. Tous ces déambulatoires convergeraient-ils vers les traits mystérieux Mythologiae Lituanicae Monumenta? L'entraînement physique exigé par les lieux s'avérerait une introduction à la connaissance. Une fois de plus, nous nous élevons, moi derrière mon guide, calme bloc ici-bas chu. Je ne prétends pas briller avec mes citations, j'y trouve tout simplement plaisir. Dernier étage, le belvédère. Rien de plus remarquable que d'exceller à survoler le vide. Aux confins d'un vieux rêve d'Icare, loin de l'atmosphère délétère de ce monde, jeter l'encre. Ce genre de phrase côtoie mes vieilles rognes, un réel désir de cogner. À perte de vue, l'esplanade en bois dipé, forêt pluviale, encore une, condamnée à la morne horizontalité d'un dessin d'architecte. Ne sommes-nous pas dans la tour des lettres? Dis-je à Mierzyński, m'inquiétant, oh combien inquiet, de cette absence d'étagère. Là, précisément, le passé ici n'a plus cours. Rire discret puis franchement égrillard. Desquamé, finito, en poussière. J'aurais dû le deviner devant ces salles suffocant sous l'excès de lumière. Mierzyński rit toujours. Son rire s'en prend à l'histoire universelle, dénie toute valeur à ce que hier mit tant de siècles à écrire. Je ne suis pas désespéré, mais si l'on considère l'effort de mes pas pour aboutir à ce jour, au creux de la vague, à bout de course, l'on aurait raison d'affirmer, homme sans retour, piégé à l'intérieur d'un dédale d'aberration. Je pense, et j'ai pensé, que rien de ce monde n'a été vu. Rien. L'homme ne contemplant que son image incessamment multipliée par d'invariables miroirs. Je dis à Mierzyński l'inanité de cette vastitude et ce four solaire à seule fin. Que voulais-je dire? Vous vouliez dire que cette tour aurait été édifiée à seule fin d'en finir avec le papier. Vous n'avez pas tort. Les nouveaux supports sont considérés plus attractifs que les livres, bien que l'accident en réclame expressément la présence. Mierzyński va et vient. Le voir marcher en tous sens, hilar, puis subitement sérieux,
s'accroupir, se relever, s'exhiber dans plusieurs exercices acrobatiques et stupéfiants. Unheimlich. Se souvenir. L'effort est inouï, dit-il. Surtout après l'accident. Mais de quel accident s'agit-il? De la grande panne non identifiée qui défia les experts, effaça l'écrit des mémoires, fiasco du système informatique, faiblesse des serveurs dont les capacités n'ont pas supporté des siècles d'érudition. Ai-je bien entendu? Et je me sens mal. Cet homme que je suis devient fou. La voix de Wierzyński, quel autre, m'exhorte à tenir bon jusqu'à la mezzanine. Direction sud. Les WC, enfin. Sur la porte obscène, une éclipse suggère un trou du cul. En majuscule, un poème convie à trouver Dieu dans l'orgasme. Soulagé, je ne peux pour autant me relever. Alors prendre appui sur l'idée que je touche au but. Un dernier effort, et les mythologies lituaniques monumenta seront entre mes mains. À cette pensée, une inconvenante érection me remet sur pied. Et Wierzyński, qui m'attend, remarque quoi? Mon pantalon souillé. Invariablement, la symétrie confondante des couloirs, les désertiques salles de lecture, le persistant courant d'air, le froid qui gagne. Au milieu de la travée sud, la mezzanine. L'échelle me fait hésiter. Coup de sifflet, montez. Je m'agrippe. Échelons étroits, instables. Me hisser. Mon manteau est un handicap. Ne pas avoir d'aile est un handicap. Néanmoins, me voici dans le sanctuaire des livres rares, des incunables. Un hallucinant fatras de papier défie quiconque de l'approcher. La voix de Wierzyński se perd. Une odeur excrémentielle s'ajoute au désordre. Fouiller l'amoncellement de paperasse. Un escabeau providentiel, l'une des étrangetés de la journée, et me voici assis, douloureusement assis. Sous la lumière pâle d'un jour artificiel, au milieu de la banalité des catastrophes, des dernières trouvailles de la science, des suppléments littéraires, je note avec K l'échec m'aura attendu. Les rabatteurs m'ont conduit vers lui. Sur la mezzanine de la Bibliotheca Universalis. J'évoque ma baraque. L'espace buissonneux où se réunissaient les oiseaux. Les longues soirées de printemps à les observer.
temps béni, inexorablement voué à l'oubli. Que vois-je? De l'autre côté du miroir, un feuillet détaché. Assise sur le siège de la voiture, à côté de sa sœur, engourdie par la chaleur, Alice somnolait. Inopinément, une forme entre les feuillages et... Quel feuillage! Comparable à un gros fruit, à une grande feuille, vaguement à un animal, se balançait de liane en branche, au ralenti. Paresseux, pensa Alice. Remarque qu'on ne manquait pas de lui faire, et de frapper des mains, et de tant crier qu'effrayée, la créature lâcha prise. Après une chute pareille, voyons s'il a les os cassés. Passant en revue tous les animaux dont elle se souvenait, elle était incapable de nommer la pitoyable forme rampante qui, de ses longues griffes courbes, cherchait le moindre relief pour avancer. Qui es-tu? S'enquit la bête à tête ronde et aux longs bras d'une voix lamentable. Je suis Alice. Et toi, qui es-tu? Je suis Bradypus tridactylus. Un nom compliqué à retenir, estima Alice. L'obscurité au pied de ces énormes troncs tout enguirlandés de plantes grimpantes inquiétait quelque peu. Je voudrais bien savoir quelle direction prendre. Cela dépend. Où veux-tu aller? Répondit avec un long cri guttural Bradypus laï, ainsi surnommé par ses proches. Justement, je n'en ai aucune idée. Aide-moi à me remettre sur ma branche, que je retrouve mes esprits pour te conseiller. Ce qui effraya fort la petite fille, vu les grandes griffes courbes pour se retenir ou se balancer, pensa-t-elle, tout en s'interrogeant sur le moyen de lui retrouver sa branche. Soulève-moi, que je m'accroche à ces lianes, suggéra Bradypus. Ce qui fut fait, mais ne fut guère commode. À présent, oriente-moi. Alors, par ici, répondit Bradypus avec un geste lent du bras, tu peux croiser le Quetzal, discret et solitaire, reconnaissable à son plumage iridescent. Et que veut dire iridescent? Demanda poliment Alice. Ne le sachant pas lui-même, Bradypus esquiva la question. Si tu as la chance
d'apercevoir son vol sinueux et rapide, son plumage radicus repris, vert émeraude, rouge, noir et blanc, sa longue queue ondoyante, et si tu as la chance de saluer ce mangeur d'avocats, ce qui est improbable et même impossible. Dans ce cas, pourquoi lui rendre visite? En effet, aussi va droit derrière toi. Là-bas vit Tukantoko. Laï aurait bien voulu se réchauffer comme chaque matin à la cime des arbres, au plus près du soleil. Mais s'avoua qu'après sa chute, il serait imprudent de s'exposer à l'appétit de la harpie. Comment vais-je identifier Tukantoko? Demanda Alice. Comment reconnaître la personne que l'on doit rechercher? Tukantoko est noir. Presque noir. Disons qu'on pourrait dire qu'il est noir, à l'exception de ses joues et de sa gorge blanche, qu'il ne ressemble à personne sinon à ses congénères. Son énorme bec peut paraître encombrant, il n'en est rien car il en use avec dextérité pour se nourrir. Je l'ai surpris ramasser à terre un grain de chéneville. De plus en plus somnolent, Bradipus marmonna encore, mais je le sais de source sûre. Son intelligence épaterait plus d'un. Maintenant, va. Où que tu ailles, ils sont par milliers ceux que tu verras, et ceux que tu ne verras pas. Là-dessus, Bradipus, la tête à l'envers, plongea pour 17 heures dans le sommeil. À quoi va-t-il rêver? Dit le gracieux mais néanmoins redoutable Marguet, spécialiste de la chasse aux oiseaux endormis, à la fillette qui admirait l'une de ses acrobaties aériennes. Je n'en ai aucune idée. Il rêve qu'il dort ici, à l'abri dans la végétation, comme nous le rêvons tous, confia l'énigmatique Félix en disparaissant. On dirait le chat du comté de Chester, sauf que celui-là ne sourit pas, pensa Alice, tout étonné de voler, d'être inopinément un papillon. Autour d'elle s'agrippaient sur chaque branche orchidées, fougères, mousses et lichens. Toute la famille des broméliacées dissimulait au cœur des feuilles charnues des étangs dont la grandeur variait de la bassine au bol à café. Une grande animation y régnait, grenouilles aux vives couleurs, têtards salamandres, des insectes défiant toute imagination, sans compter les oiseaux. Chacun venu étancher sa soif. Que ce jardin est singulier, avec ses fleurs comparables à des ananas ou des artichauts, s'émerveilla Alice, ne soupçonnant pas l'étendue de cette luxuriance entretenue par les pluies.
Admettons que je sois un papillon. Il faudrait prévenir mes parents, réalisa-t-elle, et de s'envoler aussitôt dans un chatoiement bleu cobalt, morpho violacea, pour délicatement se poser sur la hampe florale d'une tizianzie. Voilà mon déjeuner, dit une grenouille émergeant de la petite mare de l'artichaut foliaire, une grenouille jaune et noire, d'Androbate le coméla. Mais je ne suis pas ce que vous croyez, s'empressa de dire Alice. Un papillon nymphalidé, coassa d'Androbate. Mais je ne suis pas un papillon. Je suis une... Je suis... Eh bien, qui es-tu? Une petite fille, répondit Alice sans conviction. Une petite fille est peut-être bonne à gober, rétorqua l'inquiétant interlocuteur. À cet instant précis, un petit singe capucin se saisit d'une imprudente grenouille. Heureux pour lui qu'il ne m'ait point repéré, car je ne suis pas une proie ordinaire, se vanta d'Androbate. Non seulement le goût de ma chair est détestable, mais de plus, elle est venimeuse. Gare à celui qui me dévorera. Et ces paroles furent suivies d'un brutal battement d'ailes. Capucin, à son tour, se débattait entre les serres d'un rapace. Intéressé par l'effroi d'Alice, le serpent arboricole Chirongus carinatus, qu'il épiait dissimulé entre les lianes, jugea qu'il était nécessaire d'instruire cette créature. Dans la forêt, chacun mange un plus petit que soi. Question de survie. Un argument sans réplique, reconnut Alice, adossé contre... sous... si moussu et si remarquable. Ma foi, je dois être au milieu... au milieu de racines en contrefort, précisa l'invisible et non moins superbe chondropython viridis, enroulé sur lui-même. Si je ne suis pas un papillon, qui suis-je? Mais quel chemin prendre? Sans importance, sans importance. Qui me parle? Moi. Moi qui? Moi, le gecko à queue plate. Alice chercha d'où venait cette voix quand une écorce, toute pareille à un lézard, remua. Et que vois-tu? Insista l'expert en mimétisme. Je vois... Ben, naturellement, tu vois que tu ne me vois pas, puisque c'est là ma ruse. Une ruse parfaitement réussie, admit la fillette. Je parie que tu n'as jamais rencontré un Xanthophyllum octandrum. Avec un nom comme ça, pareil, oh, ce doit être un jabberwock. Alice scruta les alentours, ne sachant si elle devait avoir peur. Devant toi. Devant elle, des arbres, grands, moins grands, plus grands, immenses. Devant toi. Alice fit quelques pas, ses pieds agréablement surpris par un tapis de feuilles en décomposition. Le voici, dit le gecko écorce à queue plate. Voici le Xanthophyllum octandrum. Lui?
s'exclama Alice. Tant cet arbre était un arbre tout à fait ordinaire. Si ton passé était comparable au sien, crois-moi, tes connaissances seraient ce qu'elles ne seront jamais. Et d'abord, quel âge as-tu? J'ai 7 ans et 6 mois. Alors calcule combien de fois il y a de 7 ans et 6 mois dans 3500 ans. Devant la perplexité d'Alice, Gecko Écorce à queue plate, habitant des forêts humides, poursuivit. Cela fait 466,6,6,6,6,6,6,6 et ainsi de suite à l'infini. Xanthophyllum est donc éternel. Il est éternel, puisque l'éternité est derrière lui. Alice réalisa qu'elle ne s'était jamais souciée de savoir dans quel sens se trouvait l'éternité. Mais que pour l'heure, sortir de ce bois était son unique préoccupation. Sortir de ce bois pour aller où? Dit un oiseau aux grands pieds. En effet, rentrer chez moi serait la fin de mes aventures, admit Alice. Intriguée par un tumulus de feuilles mortes d'une hauteur et d'un diamètre impressionnants, que le mégapode remuait avec une étonnante vigueur. Je vois que tu admires mon œuvre, un travail qui m'occupe à plein temps, dit l'oiseau. Sans vouloir vous fâcher, à quoi servira un tas pareil? Je t'informe que ce tas n'est pas un tas, mais une couveuse. J'y travaille depuis des semaines et ce n'est qu'un début. Maintenant, il me faut l'aérer, corriger la température, parce qu'à l'intérieur de la couveuse, si les œufs se développent grâce à la chaleur de la fermentation, cette chaleur devient telle qu'ils s'en trouvent menacés avant même d'éclore. D'où la nécessité, l'impérieuse nécessité de ventiler l'incubateur. Et sur ces mots, cet original représentant de la famille des galliformes se remit à la tâche sans plus se préoccuper de l'entourage. Restait le problème, savoir se diriger dans cette forêt. Oh, pas du tout désagréable. Survolant des arbres qui étendaient leurs frondaisons jaune orangé ou lilas, au-dessus d'une mer de verdure, et séduisaient des nuées d'insectes et d'oiseaux. Autant de pollinisateurs qui, dans la splendeur de la canopée, se mêlaient aux singes et aux innombrables frugivores. Alice ne savait plus du tout, à cette hauteur, à quelle espèce elle appartenait. Si je me réveillais, en admettant que je dorme... Je te retrouverai dans ton lit. Et dans ce cas, tu ressemblerais à tout le monde, dit Watson. L'oiseau qui a des doigts. L'oiseau qui, lui, ne ressemblait qu'à lui-même depuis 50 millions d'années, à la petite bipède aptère et bobille. Les oisillons, qui s'étaient laissés dégringoler sous la ramée à la vue d'Alice, remis de leur émoi, remontaient le long des branches à l'aide de leurs pattes et de leurs griffes à l'air. Ne serait-il pas déjà berroqueux? Murmura Alice, immobile,
de crainte d'effaroucher encore l'étrange progéniture. Que veux-tu dire par Jabberwocky? Dit l'oiseau ruminant mangeur de feuilles. Alice, qui pensait au Xanthophyllum octandrum, et combien avec autrui l'on pouvait se tromper, bien que l'incroyable Watson avait tout à fait l'air d'un Jabberwock, l'œil flamboyant, dit... En vérité, je ne sais pas à qui vous me faites penser. À l'Archéoptérix. Je suis celui qui rappelle l'Archéoptérix. Lui apprit ce mystère de la nature. Parole suivie d'un long silence. Sur quoi tout ce qu'il y a de plus joli, de plus timide, de plus ronronnant apparut entre les bras. Ma Kitty, s'écria Alice. Non, Kitty ne mange pas de bambou. Tout mignon qu'il soit, ce petit n'est pas mon minet. Apolémur griseus, deux yeux jaunes, orange, dorés, la dévisageaient. Une main, curieuse main, lui frôla le bras. Je me présente, Lémur Macaco, à ne pas confondre avec Makimococo. Jamais Alice n'avait vu un noir aussi noir que la fourrure de Macaco. Tu sembles préoccupé, dit le lémurien. Pourriez-vous m'orienter? J'ai l'impression qu'il est tard. Mais qu'entends-tu par tard? J'entends que je ne suis pas en avance. En avance sur quoi? Alice n'aurait su le dire. Séduite par les oreilles en épi et la longue queue touffue de Macaco, elle eût volontiers poursuivi la conversation, mais le diabletin manifestement l'ignorait. Dépitée, proche des larmes, Alice se sentit emportée. Une inexplicable sensation de vitesse lui coupla le souffle. Le plus insolite était que ni les arbres, ni quoi que ce soit autour d'elle ne bougeait. Le paysage se serait-il déplacé avec moi? Quand on rend visite, la première chose à dire est comment allez-vous? Oh, c'est trop fort, qui me parle? Quelle ne fut pas sa stupéfaction de les voir côte à côte, identiques et immobiles sur une branche. Tweedledum et Tweedledee. Je sais au quoi tu penses, dit l'un, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Bah, tout au contraire, dit l'autre. Si c'était vrai, cela ne pourrait pas être faux. Mais comme ce n'est pas faux, c'est vrai. Et de s'étirer pour paraître plus grand. Hardi, sous le regard curieux, couleur de brique, regard rond entouré d'un grand anneau blanc, Alice ne put se retenir de poser sa question. Voudriez-vous être assez aimable pour m'indiquer la meilleure direction? Par là ou par là? Ben, la question est, dit l'un, serait, dit l'autre. Idem, dit l'un. Idem, dit l'autre. Ce qui en soi était une réponse. Une espèce de tas, avec une courte trompe, digérait son repas.
Un boulimique, dit l'un. Végétarien, dit l'autre. À quoi peut bien ressembler cet animal, s'enquit Alice. À qui voudrais-tu qu'il ressemble, dit l'un, sinon à ses pères et mères, dit l'autre. Certaine que ces deux inséparables la prenaient pour une idiote, sa crainte mise de côté, elle s'approcha du dormeur. Je pense qu'il s'agit d'une espèce d'éléphant ou de sanglier ou d'hippopotame. Alice comprit qu'elle faisait erreur quand l'un et l'autre ouvrirent leur bec fort crochu et d'une belle couleur rouge, pour le refermer aussitôt avec un bruit sec. À tout hasard, elle conclut que cet animal, le tapir, car il s'agissait de lui, était cousin du rhinocéros et du cheval à la fois. Sait-il seulement courir ou dort-il tout le temps? Avec ses 40 millions d'années et ses 300 kilos, tu ne le battrais pas à la course, dit l'un. Il court, nage, plonge, grimpe comme pas deux, mais pour l'instant, il rêve. Et de qui rêve-t-il, dit l'autre? Comment le savoir? Eh bien, il rêve de toi, s'exclamèrent les deux oiseaux d'une seule voix. De toi et de son principal prédateur, le jaguar, précisa l'un, qui s'apprête à te manger, dit l'autre. Mais qu'attendons-nous pour le réveiller? S'écria Alice complètement affolée. Mais s'il te réveille, dit l'un, pouf, tu disparais. Oui, ben, par conséquent, ce ne serait plus la proie du jaguar. Ceci paraissait logique et rassurant, bien que pas vraiment. Si je ne suis qu'une espèce de chose dans son rêve, si je ne suis pas réelle, qui est réel ici? Les paroles du chat du comté de Chester, c'est-à-dire son frère, le Marguet, celui qui ne souriait pas, lui revinrent à l'esprit. Ici, chacun rêve de dormir, ici. Ben, à condition de ne pas être dévoré dans le rêve de son voisin. Elle rit à cette idée. Un silence gêné suivit. Alice ne savait plus de quelle façon reprendre la conversation. Mais je ne peux tout de même pas leur dire comment allez-vous. Nous n'en sommes plus là maintenant. Eh ben, j'en étais sûr, dit l'un, et moi aussi, dit l'autre. Et tous deux de se secouer. De multiples brindilles s'éparpillèrent, tout ça transporté sous leur plumage, tout ça à dos d'oiseaux pour fabriquer leur nid. Émue, Alice, sur le point de les quitter, leur jeta un dernier coup d'œil. Serrés l'un contre l'autre, attendrissant. Vous êtes si... Elle chercha et ne trouva rien à dire. Elle pensa que l'un meurt, l'autre n'y survivrait pas. Décidément, la nature n'avait de cesse de vous désorienter. Sous bois de bruyères arborescentes, arbres fougères, troncs contorsionnés, revêtus de mousse mordorée, de plantes épiphytes, de lichens flottant tels des oriflammes, une végétation qui vous laissait sans parole. Un petit fourmilier soyeux en boule attira son attention. Cela me paraît si joli et endormi. Tactique pour échapper au regard des carnivores, chuchota l'habitant des frondaisons.
Es-tu forte en leçon de choses? Je crois que oui. Alors réponds-moi. Comment se maintenir en vie ici? En prenant la fuite? Ah non, non, je voulais dire le contraire. Trop tard, déclara le fourmilier. Une fois que tu as choisi, c'est définitif. Il faut en subir les conséquences parce qu'ici, économiser son énergie est une question de vie ou de mort. Tu as mal commencé, dommage. Et sur ces mots, il disparut. Malotru! S'écria Alice. Me vois-tu? Bougonna à une voix. Personne, répondit la fillette. Encore un qui aime jouer à cache-cache, pensa-t-elle découragée. Ben, parfois, je voudrais être capable de voir personne, dit cette voix agacée. Après une allusion aussi nette, Alice s'apprêta à partir. Ne t'en vas pas. Écoute, ordonna le tamandois qui se montra dressé sur ses pattes arrière, bras écartés, toutes griffes dehors, des armes impressionnantes pour éventrer les fourmilières. Le poème, comment s'y prendre? Bien que ce ne soit pas un poème, cela pourrait en être un. Craignant de contrarier ce frimeur qui ne mesurait guère plus d'1 mètre que comprise, Alice demanda « Et quel serait donc le poème lui-même » Oui bien. Le poème serait « Comment s'y prend l'oiseau à berceau pour séduire sa compagne ?» Le narrateur se concentra et son long museau s'allongea davantage. Il récita sur un tapis de brindilles, l'oiseau satin à berceau ne bâtit pas un nid, ce n'est pas un nid qu'il construit, mais une allée entre 2 murs de branchettes plantées au sol, entrecroisées et incurvées pour former une ogive. Sa tonnelle terminée, l'oiseau satin ornemente un jardin d'agréments. Plumes bleues, fleurs bleues, ailes de coléoptères et de papillons bleus. Ton sur ton, il réjouit son air de pariade qui ne passe pas inaperçu. Ne va-t-il pas jusqu'à peindre les parois de sa tonnelle nuptiale avec du jus de baie bleue, un bout d'écorce en guise de pinceau? Son œuvre achevée, l'œil rond de l'oiseau à berceau, son œil rond étincelle. Il serait agréable de bavarder avec un tel oiseau, dit Alice. Eh bien, pour cela, il te faudrait beaucoup marcher, avertit le tamandois. C'est loin d'ici et tu sembles manquer d'entraînement. Le problème est de savoir ce que signifie ici, loin d'ici. Ben, cela signifie loin d'ici, voilà ce que j'ai dit. Pour t'amuser, je vais te raconter l'histoire du figuier étrangleur. Qu'entendez-vous par étrangleur, s'enquit Alice, certaine d'avoir mal entendu. J'entends ce que tu viens d'entendre, pas plus. Alice comprit que ses réponses étaient indiscutables. Il serait insolent de ne pas prêter attention à cette histoire, bien qu'elle en eût préféré une autre. Une graine de ficus dans les fientes d'un oiseau amateur de figues, abandonné à la cime d'un arbre, va germer et pousser peu à peu ses radicules vers le sol, cependant que s'accroît sa jeune tige vers le ciel. Le conteur hésita et poursuivit. De plus en plus nombreuses
Les racines s'étendent, se ramifient, se soudent autour de l'arbre tépé, l'étouffent jusqu'à ce que mort s'en suive. Voyant les bâillissements d'Alice, qui devant le tronc spectaculaire de l'étrangleur ne savait s'il fallait s'en émerveiller ou s'en effrayer. Le tamandois s'expliqua ce que tu vois. Ce tronc creux et ses racines colossales ne sont encore que des mots. L'étrangleur à ce jour n'est qu'une graine de ficus dans les fientes d'un oiseau. Elle va germer et pousser au sommet de l'arbre tépé. Est-ce clair? Très clair, dit Alice, soucieuse de poser sa question, à savoir quelle direction prendre. Mais cela dépend de tes intentions. Enfin, pourvu que j'arrive quelque part. Tu es déjà quelque part. Si tu veux aller ailleurs, dit son interlocuteur, vas à la rencontre du géant Trochilus Polytmus et du petit Rubis. Un géant n'était pas pour rassurer la petite fille. Cependant, sa curiosité l'emporta sur la crainte. Alice sursauta. Un bruissement, un bourdonnement d'insectes tourbillonnait autour d'elle. Abasourdie, au vu de ses ailes aux couleurs inégalables, elle pensa « Se pourrait-il que ce soit des papillons ?» Impossible. Jamais papillons eurent le bec en faucille ou pointu comme une haleine. Des oiseaux, mais de la taille d'un gros coléoptère qui butinait en tous sens, aspirant le nectar des fleurs. Mais a-t-on vu des oiseaux voler à reculons, voler indifféremment dans toutes les directions? Alice, qui n'avait pas prêté attention au subit changement du paysage, n'en revenait pas de voir ce vol irisé, éparpillé sur des fleurs, s'éclipser pour réapparaître. D'où venaient-ils? Où vont-ils? Alice, toute à ses considérations, dit « Si au moins il parlait !» Nous pouvons parler si tu le mérites. Nous parlons à qui sait nous entendre, dirent à l'unisson ces joyaux irascibles. Et le plus grand se présenta. Je suis le géant Trochilus Polytmus. Alice ne put s'empêcher de plaisanter. Ce géant, sur ses 20 centimètres. Un infime oiseau fonça sur elle avec une audace inouïe. Méfie-toi de la rapidité de son attaque, avertit Trochilus. Alice réalisa combien elle avait été irrévérencieuse et remercia le géant de la mettre en garde contre l'infime assaillant. Ce petit Rubis franchit d'une traite le golfe du Mexique. Sérieusement? S'exclama Alice, ne comprenant pas qu'1,5 centimètre, 2 grammes tout au plus, puisse accomplir un tel exploit, bien qu'elle n'eût aucune idée de la distance parcourue, ses notions de géographie étant limitées à notre vieux continent. Apprends que nous sommes capables de nous déplacer du nord aux tropiques, là où nul ne s'aventure. Solidaires du règne végétal, nous fertilisons les fleurs, dit fièrement Trochilus. Et le paysage disparut. Assise dans la voiture, à côté de sa sœur,
Alice se frotta les yeux. Le soleil brillait d'un éclat plus intense. Et c'était inattendu parce qu'on était au milieu de la nuit. Nul nuage ne se voyait dans le ciel, car il n'y avait pas de nuages. Nul oiseau ne volait, car il n'y avait pas d'oiseaux. Nulle ombre n'ombrageait, car il n'y avait pas d'arbres, pas même de vent dans les herbes, seulement la tôle grise des murs des grandes surfaces, et encore la tôle grise des murs des grandes surfaces. La prochaine fois, Alice n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Un moucheron claironna. La prochaine fois? Quelle prochaine fois? Je présume que tu es Alice. Sans doute, puisqu'il est utile d'avoir un nom pour que les gens puissent parler de vous. Alice, au pays des merveilles. Merveilles. La question est de savoir si on peut obliger les mots à vouloir dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Justement, quand je trouve une lettre, en général, le mot suit. T comme papillon ou paresseux. T comme tamandua. G comme grand momo. N comme nazique. M comme mangrove. Mais que peuvent signifier ces mots? Ben, simplement, un dimanche au zoo et au musée d'histoire naturelle. Sais-tu qu'une grande partie d'échecs se joue dans le monde entier? Du moins si ce que nous voyons est le monde entier. Bref, ce que je dis ne te dit pas ce que je veux te dire, à savoir que les animaux et les végétaux sont les pièces du jeu gardées en réserve. Pour les voir, il te suffit de te rendre à la case D8, et si cela t'amuse, jouer et gagner en 11 coups. Il me faudrait d'abord connaître les règles. Qu'imagines-tu? Dans cette partie, seule la vitesse est de règle, ce qui massacre naturellement le temps. En d'autres circonstances, Alice eût été surprise par ces propos tenus par un moucheron qui, de plus, avait la taille d'un poulet posé sur ses genoux. Elle releva seulement... Vous me semblez extravagant. Ben, moins que cette souris affublée d'une oreille humaine sur le dos que la science perfectionnée propose à notre réflexion. Oui, en effet. À quoi sert de fabriquer des créatures, pensa Alice. Tant d'êtres extraordinaires sur Terre, sans que la science s'en mêle. Voyons un peu si tu es doué pour le calcul, reprit le moucheron. Que font 1 plus 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 1? J'ai perdu le compte. Clonage. Sais-tu faire une soustraction? Par exemple, au T9 de 8? Tu le pourrais? Elle ne connaît rien au tri embryonnaire. À présent, divise une cellule. Qu'est-ce que tu obtiens? Je suppose, commença Alice. Le moucheron lui coupa la parole. Des espèces corrigées, inaptes à la vie en liberté. Brusquement, la voiture freina. Un camion arrêté sur l'autoroute avait fait bouchon. Un convoi de gigots en panne. Ne manquons pas de les saluer avant qu'ils ne soient découpés dans les assiettes, dit le moucheron. Tu me sembles intimidé, laisse-moi te présenter. Alice Mouton. Mouton
Alice. Avec un regard triste, les moutons unanimement saluèrent Alice. Alice fit de même. Il importe, avant de manger quiconque, de savoir s'il nous a antérieurement été présenté. Dans ce cas, il serait plus courtois de manger végétarien. Alice médita et, après avoir médité, elle pensa et dit « Cela devient un problème. » Nullement, dit le moucheron. La viande, élevée en batterie, emballée, prédécoupée, reste anonyme. Plus besoin de la saluer. Il suffit de la prêter sans arrière-pensée. Je vais te confier un secret qui n'en est plus un. Vois, là-bas, dans tous ces mètres carrés de serre, se cultivent des tomates améliorées au gène de poissons des mers froides. Tu me diras à quoi ça rime? À résister au gel. Pommes de terre au gène de poulet. Un poulet à l'hormone de croissance d'un bœuf. Et j'en passe. M'adressant un jour au transgénéticien, je l'interrogeai. Quel est ton gagne-pain? Il s'enthousiasma aussitôt. Je prends tout ce qui est vivant, vole, nage ou dort parmi les blés, pour les manipuler, recombiner, reprogrammer, selon un nombre infini de permutations. Contrefaire la vie ouvre de nouveaux marchés. Voilà ma façon de gagner mon pain. Je fondis en larmes. Cela annonçait la fin de la multiplicité des organismes vivants. Et il précisa: tout vivant n'est qu'un stock de séquences génétiques recombinables. Dorénavant, le monde est notre laboratoire. Bouleversé, sans argument, je voltais de ci, de là. Et tous ces gens couchés, endormis, des immortels sous perfusion. Je le remerciais vivement de m'avoir exposé la manière dont on remodelait la vie. Et le piquer au menton. Alice, déconcertée par ce qu'elle venait d'entendre, mordillait son mouchoir quand se dressèrent dans l'uniformité du paysage des accumulations de déchets. Oh, rien de particulièrement surprenant, et pourtant elle réalisa qu'elle pourrait s'en étonner. Toutes ces montagnes de détritus. Le passé. Le passé. Le mot était un peu vague. Le moucheron se reprit. Si tu préfères, le point de comparaison. Un point de comparaison impressionnant au vu de ces entassements. Dénicher là-dedans le Moyen-Âge et la Renaissance serait amusant. Alice avait appris l'histoire à l'école, mais n'avait aucune idée précise de ces époques, costumée du peu qu'elle en savait. Moyen-Âge, Renaissance n'encombreront bientôt plus l'horizon, dit le moucheron. Assurément, l'histoire ancienne est déjà partie en fumée. Des talus bordaient les côtés de l'autoroute,
fatiguait le regard depuis un certain temps. Ce doit être, dit Alice. Et le moucheron soupira. 2 larmes roulèrent sur ses joues. La nature, classée ordure ménagère. Alice pensa aux saisons, pensa aux fruits, aux fleurs, aux feuilles mortes. Elle pensa aux branches des arbres l'hiver. Elle pensa que la réalité n'était pas réelle. Je voudrais une vraie réponse. La voici, murmura le moucheron à son oreille. Colossal, à l'entrée du parc d'attractions, un Mickey leur souriait. Sourire d'ogre, tout à fait déplaisant. Des lettres vertes fluorescentes souhaitaient « Bienvenue aux visiteurs ». Tout cela me remplit la tête de toutes sortes d'idées, se dit Alice. Mais je ne sais pas exactement lesquelles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quelqu'un a tué quelque chose. Oui. Quelqu'un a tué quelque chose. Aussi peu importe désormais que je dégote ou non les fameux chapitres des mythologies lituaniques monumenta. Il est l'heure pour moi de traverser le miroir.